que signifie le mot culture. En un sens très général, la culture, c'est tout ce qui n'est pas naturel dans une espèce animale, et en particulier chez l'homme. Ici, je ne parlerai pas de la culture de la terre, de l'agriculture, mais de tout ce qui a été transformé par l'éducation dans une espèce animale, et en particulier dans l'espèce humaine. Donc la culture, on le voit, c'est quand même quelque chose de très large, même si ici il ne s'agit pas de la culture des champs, de la culture des sols. La culture, c'est tout ce qui a été créé, inventé, institué ou transmis par l'éducation. Tout ce qui fait appel à la volonté et à l'intelligence d'un être vivant fait partie de la culture. Voyons maintenant un deuxième sens, un petit peu plus précis. Le mot culture peut désigner aussi la culture commune à un groupe, c'est-à-dire celle qu'on acquiert généralement assez tôt par l'éducation. Donc il s'agit d'un ensemble de caractéristiques culturelles, c'est-à-dire non naturelles, qui sont communes aux membres d'une même société ou d'un même groupe. Notons à ce sujet d'ailleurs qu'un individu appartient généralement à plusieurs cultures. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de plusieurs groupes à la fois. En général, on appartient à une famille. Toutes les familles n'ont pas exactement la même culture, les mêmes traditions, les mêmes pensées, les mêmes manières de penser, les mêmes manières d'agir. On appartient en général à un pays, mais également à une catégorie sociale, parfois à une communauté religieuse. Tout cela fait que on appartient en fait à plusieurs groupes qui n'ont pas forcément exactement les mêmes cultures. Quelques exemples frappants. Là, vous avez à gauche de cette photo un sociologue dont je parlerai un peu plus tard dans le cours, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, il était originaire du sud de la France, dans un pays où on parlait encore beaucoup un dialecte, au pied des Pyrénées, et c'était également quelqu'un qui venait d'une famille modeste. Et puis, pour ses études, il est allé à Paris, et là, il a pris conscience que les Parisiens trouvaient ridicule son accent du Sud, donc il a eu honte de ses origines. Il a pris également conscience que ses camarades étaient souvent issus de milieux bourgeois, de milieux où on était souvent plus instruit. Et donc, il est peu à peu entré dans un milieu différent de son milieu d'origine, mais il a gardé quand même toujours le souvenir de ses origines. Et on peut penser que s'il est devenu sociologue, c'est en partie parce qu'il a pris conscience que dans la société, il y a différents groupes sociaux. Certains groupes sont dominants, à la fois sur le plan financier, politique, mais aussi sur le plan de la culture, et d'autres groupes sont dominés. Et cette multiple appartenance culturelle a sans doute beaucoup joué donc dans son métier de sociologue. Un autre exemple, vous avez ici une photo de Steven Demetre Georgiou, plus connu sous le nom de Cat Stevens, également connu sous le nom de Youssouf Islam. Alors lui, on peut dire que c'est vraiment un melting pot à lui tout seul, parce que il est né à Londres, d'un père qui était grec, mais grec de Chypre, et d'une mère suédoise. Donc déjà, on voit qu'il est à la fois anglais, mais avec des origines non anglaises. Par ailleurs, il est musicien, il est auteur, compositeur, chanteur, guitariste. Donc il fait partie d'un certain groupe d'artistes, d'une certaine communauté culturelle en tant que musicien. Et puis par ailleurs, il s'est converti à l'islam en 1977. Donc voilà quelqu'un qui a certainement, dans sa manière de vivre, de penser, d'agir, plusieurs cultures qui l'influencent. Autre exemple, ici se trouve une photo d'un célèbre musicien, là encore, un chanteur, auteur-compositeur, Leonard Cohen, qui est un musicien canadien et qui a cette particularité d'être à la fois juif et bouddhiste. Beaucoup de gens pensent que ces deux religions peuvent difficilement coexister, mais lui, il n'est pas d'accord. Il essaie de pratiquer ces deux religions qu'il considère comme faisant partie intégrante de sa personnalité. Alors on pourrait multiplier les exemples de caractéristiques culturelles propres à un groupe. J'ai parlé de la religion, j'ai parlé de l'art, de la musique, on pourrait mentionner également des coutumes,
la langue. La langue, ce n'est pas quelque chose de naturel, on doit l'apprendre. Mais on pourrait mentionner également la technique, thème qui est d'ailleurs à votre programme. On pourrait mentionner encore les lois, dans la mesure où les lois sont en grande partie en lien avec les coutumes et les mentalités d'un pays. Donc elles font aussi partie de la culture et elles peuvent à la fois être influencées par la culture du groupe et contribuer à influencer ce groupe et sa culture. Troisième signification du mot culture, le mot culture peut renvoyer à la culture personnelle. Quand on dit de quelqu'un qu'il est cultivé, ça ne signifie pas qu'il a une culture de par son éducation, parce que tout le monde a une culture. Simplement, il y en a certains individus qui sont plus instruits que d'autres, qui ont par exemple lu davantage de choses. Alors la culture, en ce sens-là, c'est un ensemble de connaissances qui sont acquises par un individu, principalement dans les domaines théoriques et artistiques. Ça peut être par exemple des connaissances scientifiques, des connaissances dans le domaine littéraire, des connaissances en histoire, en géographie, en sociologie, en philosophie. Étant donné la prééminence dans notre culture occidentale des matières théoriques sur des matières techniques ou pratiques, donc on n'appellera pas cultivé quelqu'un qui n'a pas beaucoup lu de livres, mais qui par contre a beaucoup de savoir technique. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Le mot culture renvoie davantage à un savoir théorique qu'à des savoir-faire professionnels ou techniques. Cette culture-là, la culture personnelle, elle permet de s'éloigner non seulement de la nature, mais aussi de la culture commune. Être cultivé, se cultiver, c'est pas simplement avoir dans son esprit beaucoup d'informations, de connaissances, c'est aussi développer sa raison et son esprit critique. Et ça, on le verra, ça a une importance assez grande. La culture, c'est en grande partie ce qui nous permet de mettre en question les idées que nous avons reçues dans notre éducation. Donc la culture fait partie du bagage de quelqu'un qui veut développer sa raison et avoir un peu d'esprit critique par rapport à tous les préjugés qu'il a pu recevoir depuis son enfance. On a vu 3 définitions, je les récapitule. Donc la culture au sens général, tout ce qui n'est pas naturel, la culture d'un groupe, et enfin la culture personnelle. Ces 3 définitions, en réalité, sont liées. D'abord, la première définition, elle englobe les 2 autres. Pourquoi ? Parce que toute culture, qu'elle soit collective ou personnelle, n'est pas quelque chose de naturel. Donc la première définition, en fait, elle renvoie implicitement aux définitions numéro 2 et numéro 3. Ensuite, les 2 définitions que je viens de mentionner, la définition de la culture comme culture personnelle, comme savoir acquis par un individu, et puis la culture collective, eh bien, elles sont liées également. Pourquoi ? Parce que les individus les plus cultivés sont souvent ceux qui sont issus des groupes sociaux les plus instruits. Souvent, pas toujours. J'ai donné l'exemple de Bourdieu, sociologue, quelqu'un qui était extrêmement cultivé et qui était issu d'un milieu défavorisé. Et un milieu défavorisé pas uniquement sur le plan financier, mais aussi sur le plan de l'instruction. Mais cette exception ne doit pas nous faire oublier une règle générale, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup plus de chances, lorsqu'on est issu d'une famille, disons, très cultivée, très instruite, d'acquérir soi-même beaucoup de culture personnelle. Pour approfondir notre réflexion, nous allons maintenant chercher à savoir comment il est possible de distinguer la culture de la nature. On a vu tout à l'heure que la culture, au sens large du terme, c'est tout ce qui n'est pas naturel dans une espèce animale, et en particulier chez l'être humain. Le problème, c'est que, qu'est-ce que ça signifie ce mot de naturel ? Si je dis la culture, c'est ce qui n'est pas naturel, et si je dis aussi que la nature, c'est ce qui n'est pas culturel, je tourne un tout petit peu en rond, je ne suis pas très avancé. Il faut donc approfondir la réflexion maintenant en essayant de comprendre véritablement quelle est la frontière entre nature et culture, et comment les distinguer. Je vais
construire cette réflexion à la manière d'une dissertation, avec une introduction, un développement qui abordera 3 réponses, et puis une conclusion. Dans l'introduction, je vais commencer par parler de l'intérêt du sujet. Il y a un intérêt théorique. Si on est un peu curieux, si on a envie de s'instruire, on aimerait bien savoir un petit peu ce que c'est que la culture et ce qui la distingue de la nature. Mais en réalité, il y a aussi un intérêt pratique, c'est-à-dire un intérêt qui concerne la vie en société et les décisions qu'on doit prendre pour bien agir en société. En effet, les notions de nature et de culture, elles font l'objet de débats de société qui sont passionnés. Cela vient de ce que nous avons tendance à juger des groupes humains, ou bien des personnes, des individus, en fonction de ce que nous pensons être leur écart à la nature, c'est-à-dire du fait qu'ils s'écartent de la nature, ou bien en fonction de nos normes culturelles, de ce que notre culture juge comme bon ou mauvais, comme bien ou mal, beau ou laid, etc. Je vais prendre un ou 2 exemples. D'abord, on va stigmatiser des gens comme sauvages, c'est-à-dire comme trop proches de la nature, pas tout à fait humains, plutôt animal qu'humain. Vous avez ici un exemple, ce sont des Indiens du Brésil. Pour un regard un petit peu superficiel d'occidental, ces gens-là sont quasiment comme des animaux. Ils sont tout nus. En réalité, si on regarde bien, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas si nus que cela, que leur corps est recouvert de peinture, qu'il y a un certain nombre de choses symboliques qui sont sur eux, comme des colliers, des plumes, etc. Ce qui montre bien qu'ils ont une culture qui est très différente de la nôtre. Mais ces gens-là ne vivent pas simplement comme des animaux, de façon sauvage. En réalité, ils ont une culture peut-être tout aussi raffinée que la nôtre, mais nous ne le voyons pas. Autre exemple, il y a des gens qui, paraît-il, auraient un comportement contre nature. Sur cette peinture au pochoir de l'artiste britannique Banksy, on voit 2 hommes policiers qui s'embrassent. C'est choquant pour tous ceux qui considèrent que l'homosexualité est contre nature, et c'est encore plus déstabilisant parce qu'il s'agit de 2 hommes qui sont censés être particulièrement virils, des policiers, alors que l'homosexualité masculine, en général, est associée à une idée de féminité. On considère que les homosexuels sont efféminés, ne sont pas tout à fait aussi mâles, aussi virils que les hommes hétérosexuels. Donc, on le voit, on utilise les notions de nature et de culture pour valoriser certains groupes, ou au contraire pour les dévaloriser. Alors la question est de savoir ce que valent ces jugements. On va donc essayer pour cela de mieux distinguer la nature de la culture et voir véritablement leurs frontières, ce qui permet de les distinguer, de les définir. Alors, dans un premier temps, on abordera la réponse suivante. Le couple nature-culture, au fond, c'est la même chose que le couple animal-homme. En recevant une éducation, l'être humain passe du monde de la nature pour entrer dans le monde de la culture. Il cesse d'être un animal pour devenir un être humain au sens fort du terme. Donc on pourrait penser que humanité et culture, ça va ensemble et que ce qui fait l'humanité de l'être humain, ce qui fait qu'il n'est pas simplement un animal, c'est justement sa culture. Le problème de cette réponse, c'est qu'elle se heurte à des objections. Il y en a au moins 2. 2 arguments qui montrent la faiblesse de l'argumentation précédente. Première objection, comme on le verra, il y a des formes de culture dans certaines espèces animales qui ne sont pas humaines. L'être humain n'a pas le privilège de la culture. Deuxièmement, deuxième objection, il y a une part de naturel chez l'être humain. En fait, les activités humaines sont à la fois naturelles et culturelles, d'où la difficulté de les distinguer. De distinguer plutôt ce qui en elles est culturel de ce qui est naturel. Nous verrons dans un deuxième temps une autre thèse, à savoir que la culture ne se définit pas par le fait d'être proprement humaine, la culture se définit par le fait
qu'elle est associée à la conscience et à la volonté. Ce qui est culturel est conscient et volontaire, alors que ce qui est naturel se fait automatiquement. Cette thèse, même si elle est un peu plus fine, un peu plus intéressante que la première, se heurte elle aussi à une objection au moins. Ici, l'objection, c'est qu'il y a des automatismes culturels. On appelle ça des habitudes, et lorsqu'il s'agit d'habitudes collectives, on parle de coutumes. Donc, si la culture comprend aussi des automatismes comme la nature, comment parvenir à distinguer ce qui est naturel de ce qui est culturel? Tel est le problème que nous allons aborder dans la 3e et dans la 4e partie de ce cours, car exceptionnellement, le développement de ce cours ne sera pas en 3 parties, mais en 4 parties.